Alors, bienvenue dans cette deuxième partie de l'exercice factoriel. Donc, si on veut résumer la partie 1, on a effectué plusieurs algorithmes itératifs pour calculer la fonction factorielle d'un entier en utilisant différents types de données, donc les entiers int, les longs, les doubles, les décimales, puis les big integers. On a vu aussi la notion de débordement arithmétique avec ses différentes modalités d'application selon le type numérique employé. Et dans cette seconde partie-là, on va explorer la récursivité, la généricité et d'autres concepts. Donc, juste pour vous rappeler, les types numériques en C#, principalement, donc il y en a d'autres en plus de ceux-là, mais disons, ça c'est les plus importants. Les autres, c'est des, disons, des choses moins importantes, je dirais. Donc, par exemple, vous avez des types unsigned, des types non signés int, des types non signés long, des choses comme ça. Donc, c'est des trucs comme ça, c'est plus marginal. C'est pas pour faire des maths. Donc, c'est juste parce que les processeurs supportent des types signés puis des types non signés. Donc, à cause de ça, les langages de programmation, ça dépend lesquels. Mais le C# qui essaie d'être quand même assez proche de la machine tout en étant un langage disons, qui roule sur une machine virtuelle, mais c'est peut-être le langage qui roule sur une machine virtuelle qui est le plus proche possible des machines. Si on veut aller plus proche de la machine, il faut coder dans un langage direct comme le C ou le C++ ou d'autres langages, des fois un peu du même style. Donc, le Rust, par exemple, des choses comme ça. Donc, enfin, peu importe, je ne vais pas m'étaler, ou même le Go. Donc, en tout cas, peu importe. Toujours est-il que le C#, quand même, c'est un excellent langage. Donc, vous avez les types essentiellement, les types numériques les plus essentiels, je dirais, c'est le int, le long, le double, le décimal. En fait, c'est ça, le double, le décimal et le big integer. Donc, on va voir aussi dans ce PowerPoint-là le float, ok, qui est on va expliquer un peu c'est quoi le float, en guillemets, ok. Puis, donc, le int, vous avez 32 bits, le long est 64 bits, bon, etc., 128, big integer, c'est variable. Si vous avez la valeur maximum que peut stocker ce nombre-là, vous avez le nombre de chiffres significatifs qui peut être stocké dans ce nombre-là. Au-delà de ce nombre de chiffres-là, ben, en fait, pour les int, les longs, carrément, je veux dire, le type peut pas supporter plus de chiffres que ça, donc en fait, il va donner des valeurs un peu n'importe quoi quand on dépasse ces chiffres-là. Après ça, le double, lui, en fait, il va perdre la précision quand on donne des chiffres. Quand on donne plus que 15 ou 16 chiffres, il va perdre sa précision. Le décimal, en fait, lui, est capable de supporter ce nombre de chiffres-là. Puis si on essaie de dépasser ce nombre de chiffres-là, en fait, si c'est après le point, il va perdre en précision, mais si c'est vraiment dans la partie entière du décimal, ben carrément, il va avoir un overflow. Et pour ce qui est du big integer, ben, il y a un nombre infini de chiffres. Donc, pour la notation, l'entier, le long, le décimal, puis le double, le décimal, le double, le décimal, donc le int, le long, le double, le double, le décimal, on peut utiliser une notation directement dans le langage de programmation. Par contre, le big integer, on est obligé d'utiliser un constructeur ou quelque chose, ou une conversion automatique. Okay. Après ça, bon, ça c'est le type de, disons, d'entier, de catégorie de façon générale. Et la gestion des overflows maintenant, c'est ça qui est super important là-dedans, c'est que le int et le long, en général, ne vérifie pas les overflows, sauf si on le demande, avec le mot-clé check. Okay. Et le double, lui, en fait, quand on fait un overflow, ben, ce qui se passe, c'est qu'il donne l'infini. Donc, il donne pas une erreur, il donne juste l'infini. Le décimal, lui, il va toujours vérifier les overflows, puis vous allez toujours avoir une erreur si vous faites un overflow. Ou un underflow, qui est par en bas, c'est la même chose. Et finalement, le big integer, vous n'allez pas faire d'overflow jamais, vous allez tout simplement manquer de mémoire si jamais vous voulez calculer un nombre qui est trop gros. Mais ça prendrait vraiment un nombre énorme pour dépasser la mémoire de votre machine. Okay? Donc, voici le plan de la présentation de cet exercice-là, c'est-à-dire la présentation de cet exercice-là. Donc, on va voir d'abord les versions récursives de l'exercice de la fonction factorielle. Après ça, des versions génériques. Après ça, on va s'intéresser un peu au type float, qui est un type qu'on n'a pas encore exploré.
On va coder une version différente de la fonction factorielle qu'on va appeler fact impair. Donc, vous allez devoir un peu coder cette version-là. Après ça, on va s'intéresser au benchmark, donc la vitesse d'exécution de nos différentes fonctions. Et ensuite de ça, c'est 3 exercices bonus que vous pouvez faire en plus si ça vous tente quand vous êtes rendu là. Et à la fin, c'est la remise. Donc, premièrement, les versions récursives. Donc, vous allez coder les versions récursives suivantes de la fonction factorielle. La vérification des débordements doit se faire pour les types int et long. Donc, normalement, vous devriez être en mesure de coder ça assez facilement parce que je pense que dans le PowerPoint théorique, on expliquait comment coder la version récursive entière. Donc, la version récursive longue, décimale et big integer devrait s'en suivre assez simplement. Donc, une fois que vous aurez codé ça, vous allez donner un exemple de fonctionnement pour la version entière, récursive. Puis, vous allez tester que vos fonctions fonctionnent bien. Et vous allez me donner ici le code de votre fonction récursif longue pour, c'est ça, vous allez le mettre ici dans la saisie. Ensuite, les versions génériques. Vous avez sans doute remarqué, quand vous codez, okay, qu'il y a beaucoup de code qui est répété. Pratiquement la même chose. Okay. Donc, par exemple, ici, on a la version somme jusqu'à d'un entier puis d'un long. Si on regarde le code, ça, c'est les versions récursives. Si on regarde le code, y a-t-il quelque chose qui change là-dedans, à part le type de retour puis le type d'entrée que vous avez ici. En fait, le type d'entrée, c'est le même, c'est le type de retour qui est différent. Ici, on a un int, puis ici, on a un long. Donc, la différence est infime. Okay. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'éviter de répéter du code inutilement? C'est-à-dire de combiner ces deux fonctions-là en une seule fonction. Alors, quand on a du code qui varie uniquement sur la base du type de données qui est utilisé, le mieux dans ce temps-là, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la généricité pour généraliser le code. Donc, en première instance, voici ce que ça donnerait. Donc, vous l'avez ici. Donc, on dit que version. Bon, ici, vous avez la version, ici, vous avez la version non générique, si on veut. Puis ici, vous avez la version générique. Donc, la version générique, on rajoute un T ici pour dire que ça dépend d'un type T. Puis qu'on retourne, c'est le type de retour de notre fonction somme jusqu'à. Et on fait, bon, si n est plus petit que 0, blablabla, else return n plus g, somme jusqu'à, donc g pour la version générique. Okay, on est obligé de donner un nom différent de la version non générique, sinon C# va être un petit peu mélangé. Donc, cependant, on a une erreur résiduelle, si vous remarquez bien, que si jamais vous faites ça, vous allez voir, vous avez une erreur résiduelle. Ici, on a le petit n qui est souligné. Pourquoi il nous souligne notre n? Parce que T, le type T ici, quand vous faites une version générique comme ça, le type T, ça peut être n'importe quoi. Okay, ça peut être n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On dit retourner n plus g somme blablabla. Donc, n, c'est un entier. Fait que là, on demande d'additionner n avec le retour de la fonction g somme jusqu'à. Mais le retour, c'est t. Donc, on demande d'additionner un entier avec un type t. Bon, si le retour, c'est un long, ça fonctionne. Si le retour, c'est un int, ça fonctionne. Si le retour, c'est un décimal, ça fonctionne. Mais lui, C#, il n'y a aucun moyen de savoir c'est quoi le type t que vous avez utilisé. Ça se pourrait que le type t, ça soit des personnes. Ça se pourrait que le type t, ça soit des soucoupes volantes. Donc, si vous faites 5 plus soucoupe volante, ça marche pas. Okay? On ne peut pas additionner 5 avec une soucoupe volante. Bon, ça dépend. Mais disons, en général, on peut pas. Okay? On peut pas additionner 5 avec un arc-en-ciel. Puis, on peut pas additionner 5 avec, je sais pas moi, un cheval. Okay? Donc, on n'a aucun moyen de savoir c'est quoi notre type T. Fait que lui, C#, il vous dit, ah, moi, je sais pas si je peux additionner un entier avec ton type T. Fait que pour ça, il nous donne une erreur.
opérateur plus cannot be applied to operands of type int and t. Donc, il ne peut pas appliquer l'opérateur plus au type entier plus le type t qui ne sait pas c'est quoi. OK? Donc, ça nous amène à utiliser un mot-clé spécial ou un truc spécial qui s'appelle dynamic. OK? Ou dynamique, si vous préférez. Donc, pour régler le problème, on peut demander à C# de nous faire confiance et de déléguer à la phase d'exécution la validation d'une partie du code. Parce que là, C# lui essaye de valider à la compilation qui peut convertir notre type T en un entier. Mais là, ce qu'on demande, quand on ajoute ici dynamic, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on dit que le retour de cette fonction-là va être considéré comme quelque chose de dynamique. Donc, c'est quelque chose qui va être évalué à l'exécution. En faisant ça, on demande à C# de nous faire confiance que notre type T va effectivement être capable d'être combiné avec un entier. Okay? Donc, là, vous allez dire, wow, magnifique, je vais tout mettre dynamique partout dans mon code. Non, faites pas ça. Okay? Mais, je vous donne une façon de faire qui fonctionne dans ce cas-là. Okay? On va voir plus loin que ça a des répercussions quand même sur la vitesse d'exécution. Ce genre de choses-là. Mais, c'est bon de savoir qu'on peut faire ça. Donc, on peut généraliser notre code en déléguant la validation de notre typage, non, en la déléguant au moment de l'exécution plutôt qu'au moment de la compilation. Donc, quand on écrit le code comme ça va fonctionner. Donc, la fonction générique va compiler, puis on va pouvoir l'utiliser. Par exemple, ici, on a une utilisation dans netfiddle. Donc, on demande de faire... netfiddle, c'est un truc en ligne. C'est pas super important. Bon, il y en a plusieurs des trucs en ligne pour C#. Okay. netfiddle, son avantage, c'est qu'il permet de fonctionner avec .NET Core ou son équivalent. Les autres, des fois, sont un petit peu largués dans les anciennes versions de C#. Donc, ça permet d'utiliser les dernières nouveautés de C# sur netfiddle. Sur netfiddle, c'est-à-dire. Donc, ici, on fait pour n égale 1 à 10, right line, somme 1 à, puis là, ici, on passe différentes valeurs, donc de 1, on a ici les sommes, puis après ça, on affiche ici nos différentes sommes, mais en utilisant différentes fonctions différentes. Donc, ici, on utilise somme jusqu'à entier, I pour int, L pour long, G pour générique, entière, G pour générique long, puis G pour générique décimal. Donc, on voit que dans les 5 cas, ça donne toujours la même réponse. Évidemment, ça fonctionne. Okay? Mais ici, générique entier, générique long, générique décimal, c'est tout le temps le même code qui est utilisé. Okay? Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a le même code qui fonctionne pour plusieurs types différents. Donc, si jamais vous utilisez un autre type qu'un type, si vous utilisez un type qui n'est pas compatible avec le type int pour l'opération plus, qu'est-ce qui va se passer? Bien, vous allez avoir une erreur à l'exécution à ce moment-là. Par exemple, si vous faites un générique somme jusqu'à bool, donc vous voulez faire une somme jusqu'à, mais basée sur un retour booléen plutôt qu'un retour... Évidemment, ça fait pas de sens, un retour booléen, mais il n'y a rien qui vous empêche de coder ça, de dire, moi, je veux une somme jusqu'à, puis je veux compter en booléen. Donc, vous pouvez faire ça, OK? Vous pouvez le faire. Donc, si vous faites ça, vous allez avoir une erreur à l'exécution, comme vous voyez ici, donc runtime exception, opérateur plus, cannot be applied. Donc, vous avez le même type d'erreur que vous aviez tantôt à la compilation, mais cette fois-là, vous vous ramassez avec l'erreur au moment de l'exécution. Okay? Donc, évidemment, ce qu'on veut en programmation, c'est détecter le plus d'erreurs possible à la compilation pour éviter de se ramasser avec des erreurs à l'exécution. Okay? Donc, c'est la gros avantage d'un langage comme C#, qui est un langage compilé, versus un langage comme le JavaScript, qui est un langage interprété, ou le Python, qui est un langage interprété, c'est que vous allez avoir beaucoup plus d'erreurs qui vont être détectées à la compilation avant même que vous exécutiez votre programme. Okay? Donc, ici, vous allez, ensuite de ça, vous allez coder une version récursive générique de votre fonction factorielle. Et vous allez me mettre votre saisie ici de votre fonction récursive générique, donc récursif T, pour dire qu'elle est générique. Ici, on fait juste mettre une contrainte supplémentaire pour dire que le type T n'est pas nul.
OK? Donc, ça peut être utile de... On le sait de toute façon que ça sera pas nul. On veut un nombre entier. Donc, on le sait que c'est pas nul ce qu'on retourne. Donc, on met cette contrainte-là supplémentaire sur notre généricité. Donc, saisissez votre code ici, incluant les numéros de ligne, s'il vous plaît. On veut que les débordements soient vérifiés. Le code doit être récursif. Donc, dans le menu ici que vous utilisez, vous allez voir, si vous décommentez la constante de compilation générique, ici, que vous avez dans votre menu, vous la décommentez pour activer la partie du menu générique. Vous allez voir apparaître ici générique. Et ici, vous aviez int long decimal big integer. Puis ici, en mode générique, vous allez avoir int long decimal big integer. Vous allez même en avoir deux autres. Vous allez avoir... attends un petit peu. Float. Non, ça, c'est pas la même chose. On va revenir à ça plus tard. Donc, vous allez avoir ceux-là dans un premier temps. OK, donc il y a des choix qui se rajoutent. Et vous allez valider, c'est-à-dire ensuite de ça, que ça fonctionne pour le récursif générique entier ici. Pour valider que ça fonctionne, vous allez faire votre saisie. Vous allez aussi coder une version itérative générique de la fonction factorielle. Vous allez mettre votre saisie ici, toujours les numéros de ligne, etc., avec les débordements qui sont vérifiés, le cas échéant. Et vous allez afficher la version générique itérative entière, ici, l'exécution, pour montrer que votre programme fonctionne correctement. Et vous allez tester le récursif générique et le itératif générique. Vous versionnez une fois que vous avez terminé. Ce qui nous amène à float. Je vais faire une petite pause. Donc, float, c'est quoi? Donc, float, c'est important ici quand on dit float, parce que un type numérique double, par exemple, c'est un type numérique à point flottant. Okay? Donc, le type double, il faut savoir qu'au début de l'ère de l'informatique, le type double qui existe depuis quand même très longtemps, là, je veux dire, c'est un type qui était utilisé, ça a été amené dans les années 70 minimalement, ce truc-là. Je connais pas la date exacte d'introduction, mais je dirais probablement dans ce temps-là. Et le type double, quand même, occupait 64 bits. Il faut savoir qu'au début de l'ère de l'informatique, les ordinateurs avaient souvent quelque chose comme 8 bits, 16 bits. Okay? Donc 32 bits, c'était déjà beaucoup. Et c'était les types entiers vraiment très gros, occupaient 32 bits. Et 64 bits, c'était quelque chose, c'était quasiment du gaspillage de mémoire. Okay? À cette époque-là. Donc on parle des années 60, 70. Ça dépend évidemment quelle application on fait, mais on s'entend que, je veux dire, c'est sûr que dans une grande banque et dans ce genre de choses-là, ou à NASA, 64 bits, si on a besoin de 64 bits, on prend 64 bits. Mais je veux dire, pour le commun, des fois, les ordinateurs coûtaient très cher, etc. La mémoire coûtait très cher. Donc, 64 bits, c'était beaucoup. Donc, à cette époque-là, on avait aussi créé un autre type à point flottant qu'on a de 32 bits. Et c'était la norme en réalité. Donc, les gens voulaient faire du calcul à point flottant, n'utilisaient pas le double, ils utilisaient le float, qui a seulement 32 bits. Donc, naturellement, le type à point flottant, okay, donc un floating point number, comment on l'a appelé le floating point number? On l'a appelé un float. Okay. Donc, c'est ce qui fait que en C#, le type float a 32 bits, okay, parce que c'est un peu une copie conforme du langage. Ça vient, le C# est un peu une espèce de, il s'est inspiré un peu du C, okay, il fonctionne pas du tout de la même façon que le langage C, mais il y a certains trucs qui viennent du langage C. Et dans le langage C, le type float, c'était le type flottant 32 bits, le type double, c'est le type flottant 64 bits. Donc, on a hérité de ces deux mots-là, float puis double, du langage C. Comme si vous faites du Java, ben c'est la même chose. Puis si vous faites, donc c'est bien parce qu'on n'est pas trop perdu. OK? Mais dans d'autres langages de programmation, si vous utilisez le type float, ben ça se peut que ça soit pas 32 bits, ça se peut que ça soit 64 bits. OK? Donc, entre autres, en Python, si ma mémoire est bonne, le type float, c'est un type 64 bits. Et en JavaScript, ben tout est flottant. Donc, vous n'avez même pas à vous poser cette question-là, si tout est 64 bits. Donc, enfin, il y a certaines nouveautés aussi dans le JavaScript qui permettent de pas être des types à point flottant, mais bon. Petite parenthèse. Donc, tout ça pour dire que le type float existe encore, puis il sert encore dans certaines utilisations. Entre autres, on l'utilise lorsqu'on n'a pas besoin d'avoir une grande précision dans notre calcul numérique.
pour éviter à ce moment-là d'occuper trop de mémoire dans la machine. Est-ce que au début aussi de l'ère informatique, les opérations à point flottant, donc qui se faisaient dans les processeurs. Donc souvent dans les processeurs, vous aviez une unité qui faisait vous avez dans des processeurs toujours, c'est séparé, les opérations en nombre entier, puis les opérations en point flottant. C'est pas les mêmes parties dans le processeur, c'est comme deux parties différentes dans le processeur qui exécutent ça. Et les points flottants, en fait, au début de l'ère de l'informatique, étaient plus rapides en 32 bits qu'en 64 bits. Aujourd'hui, c'est pas vrai parce que en réalité, dans le processeur, tout s'exécute en 64 bits, et même des fois c'est plus, comme dans les traditionnellement dans les chips Intel, ça s'exécute tout en 80 bits au lieu de 64, puis c'est quand on stocke dans la mémoire de la machine, on stocke en 64 bits. Mais bon, je veux pas nécessairement élaborer trop là-dessus, mais toujours est-il que de nos jours, pour la question de la rapidité, le 64 bits versus le 32 bits, il n'y a pas de différence entre les deux. Donc, vous ne gagnez rien à utiliser 32 bits au lieu de 64 bits, même que des fois, peut-être, vous allez perdre, parce que ça se peut qu'il y ait des petites conversions qui se fassent des fois, puis vous allez perdre un peu de temps, peut-être, avec ça. Donc, moi, je vous dirais qu'en général, votre meilleur guess, c'est d'utiliser un double, sauf si vous avez une bonne raison d'utiliser un float. Mais dans certaines circonstances, il y a que cette bonne raison-là existe. Donc, clairement, c'est pas recommandé pour les applications scientifiques d'utiliser un float parce qu'on va perdre de la précision. Mais on l'utilise encore pour les jeux et les applications graphiques, où est-ce que des imprécisions d'image, quand vous êtes dans un jeu vidéo, vous n'avez pas besoin d'avoir un pixel qui est extra, vous n'avez pas besoin de calculer à 5 décimales la position d'un pixel. Un pixel, là, vous avez juste besoin de calculer à 1 décimale où est-ce qu'il faut le mettre. Une fois que vous avez cette décimale-là, vous êtes correct. Fait que dans ce temps-là, un float, ça suffit. Et en passant, les GPU, donc les Graphic Processing Unit, les processeurs graphiques, utilisent essentiellement des floats à l'interne pour faire le calcul. Donc ici, vous avez une petite représentation pour savoir un peu comment les points flottants sont représentés dans la mémoire d'ordinateur. Moi, je sais pas pourquoi j'ai une fascination avec cette représentation-là en mémoire. Faut dire que à l'époque où j'ai commencé à faire de l'informatique, on était toujours en train de se questionner comment les choses étaient représentées dans la mémoire de la machine. Donc, j'ai conservé cette fascination-là. Donc, pour 64 bits, ici, vous avez 52 bits de mantis, donc de chiffres significatifs. Vous avez 11 bits associés à l'exposant, puis vous avez un bit associé au signe. Positif 0 et négatif 1. Ensuite, le 32 bits, vous avez 23 bits de mantis, vous avez 8 bits d'exposant et 1 bit ici. Et finalement, vous avez même un autre type de données, qui est un type de données half, qui s'appelle. Donc, le double, c'est la double, puis le half, c'est la moitié de 32, donc ça donne 16 bits. Donc, dans le 16 bits, vous avez seulement 10 bits de chiffres significatifs. Donc, en anglais, c'est marqué significant, mais en français, c'est la mantis. L'exposant, 5 bits, et le bit de signe, un seul bit. Donc, ça, ce type-là, en fait, est essentiellement... Vous avez aussi un autre type qui existe, qui s'appelle le quadruple, qui n'est pas représenté ici. Qui n'existe pas en C# malheureusement, mais qui existe sur certains processeurs et d'autres machines. Moi, je me rappelle d'avoir utilisé un quadruple, même dans les années 80, sur une machine VAX, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est un type de données où vous avez encore plus de précision. Vous avez 128 bits de précision. Donc, mais ce type-là, quadruple, n'est pas natif dans les processeurs Intel, les machines PC qu'on utilise. Donc, c'est un type qui est natif sur d'autres machines, mais pas sur la famille des PC. Traditionnellement. Donc, le type half, lui, est utilisé pour faire encore des calculs qui sont encore moins précis. Donc, essentiellement, c'est des applications souvent en intelligence artificielle dans des réseaux de neurones que c'est des calculs flous. Donc, ce qu'on veut, c'est faire des calculs flous très rapides, puis vous avez dans les processeurs graphiques la capacité d'effectuer plusieurs opérations en parallèle, qui vont être des calculs imprécis en parallèle qui vont s'effectuer en même temps, puis ça simule une espèce de réseau de neurones d'intelligence artificielle. OK? Donc, bon, enfin, c'est ça. Donc, si vous voulez voir l'effet de la précision ici, une différence entre le 64 et le 32 bits. Donc, en 32 bits, seuls les premiers 7 chiffres sont exacts.
Contrairement au double, où vous avez 15-16 chiffres avec le float, 32 bits, vous avez seulement 7 chiffres significatifs. Donc, par exemple, si on prend la constante pi, ici, stockée sur 64 bits, donc math.pi, essentiellement, c'est un double. OK? Donc, vous allez chercher la valeur de pi en 64 bits, vous la stockez là-dedans. Après ça, vous faites une conversion. Math.pi, ici, vous la convertissez en un flottant, puis vous le mettez dans un point flottant, pi 32. Donc, vous avez ici, on affiche le pi 64, on a cette valeur-là qui s'affiche. Ici, on affiche le pi 32, on va voir cette valeur-là qui s'affiche. On voit que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les 7 premiers chiffres sont exacts, mais les chiffres suivants, ici, c'est 74, puis ici, c'est 65. Donc, lui, il est exact ici. Probablement que les derniers chiffres ici sont pas exacts, là. Mais lui, ici, il est exact, le pi 64, alors que le pi 32, on voit que les deux derniers chiffres ici de pi sont pas exacts. Donc, il y a une erreur. Donc, ce qui est intéressant maintenant, c'est que notre nouvelle fonction générique qu'on a codée dans la séquence précédente nous permet d'étudier le float. Donc, vous allez afficher les résultats pour float, donc dans le menu qu'on avait, puis vous allez constater que sa capacité de débordement est rapidement atteinte, puisque dès que vous allez avoir atteint la valeur factorielle pour 35, vous allez immédiatement atteindre l'infini pour une factorielle de 35. OK? Donc, le point flottant float est déjà dépassé, rendu à ce moment-là. Donc, vous allez faire votre saisie ici. Et le float, comme le double, est dysfonctionnel. Donc, à partir d'une certaine valeur de n, il ne donnera plus la bonne valeur. Il ne calculera plus la bonne affaire. Donc, maintenant, votre objectif, c'est de découvrir pour quelle valeur de n exactement on obtient encore une bonne valeur, mais qu'à n plus 1, on n'a plus la bonne valeur de la factorielle. Donc, vous allez mettre ici la saisie où on obtient les bonnes valeurs pour n et n plus 1, que ce soit à partir du long ou du décimal, et une saisie pour le float, pour montrer que le n est correct, mais que le n plus 1 n'est pas correct. Donc, dans cette section-là, on va coder une nouvelle fonction qui s'appelle fact impair. Donc, la fonction fact impair, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous retourne 1 si n est plus petit ou égal à 1, ou si n est pair. Par contre, si n est impair, elle va nous retourner 1 fois 3 fois 5 fois 7 fois 9 fois 11 fois 13 fois 15 fois 17 fois 19, etc. Vous comprenez le principe, OK? Donc, on a ici son affichage, donc 1, 1, 3, 1, 15, 1, 105, 1, 945, 1, etc. Vous l'avez jusqu'à 20. Okay? Donc, c'est le factoriel i pour factoriel impair. Donc, 16 factoriel impair, ça me donne ça, puis 17 factoriel impair, ça me donne ça. OK. Donc, vous allez coder la fonction fact impair de manière itérative et de manière récursive. On veut retourner cette fois-là un big integer. Donc, on se soucie pas de, on veut pas faire le int, le long, puis toutes ces affaires-là. On va directement au big integer qui est, on pourrait dire, le gold standard des calculs de gros nombres. Donc, aussi bien utiliser un big integer. Donc, ici, vous allez coder la version big integer pour factoriel impair itératif et factoriel impair récursif, et vous allez m'indiquer votre code avec les numéros de ligne, s'il vous plaît. Ensuite de ça, vous allez saisir les valeurs itératives pour 1 à 10 avec l'itératif qu'on a ici et avec le récursif aussi, à 1 à 10, les deux. Et vous allez tester, versionner. Maintenant, les benchmarks. Donc, dans cette section-là, on va jeter un coup d'œil, on va s'intéresser à la vitesse des opérations, ce qu'on appelle communément dans le domaine de l'informatique des benchmarks. Donc, ça va nous permettre de comprendre pourquoi les types int et double sont les types par défaut généralement les plus utilisés dans un ordinateur, sauf si on est obligé d'utiliser ou on se sent obligé d'utiliser un autre type que ces deux types-là. Okay. Donc, int pour des valeurs entières et double pour des valeurs à point flottant, ou fractionnaires si vous préférez. Donc, les types avec une plus grande précision, ça veut dire plus de bits comme décimal et big integer, encourent pour leur part une plus grande durée d'exécution, parce que ce n'est pas des types natifs du CPU ou du GPU. Donc, si vous exécutez les benchmarks,
pour 10 factoriels, okay, vous allez obtenir quelque chose qui ressemble à ce que vous avez ici. Mais évidemment, vos durées ne seront pas les mêmes que les miennes, parce que sur votre processeur, qui est probablement plus rapide que le mien, ça va vous prendre moins de temps. Okay? Donc, l'idée ici, c'est que vous avez la même valeur partout qui s'affiche. Et on a ici la factorielle de 10 qui est calculée. Et on voit les différents temps pris par la fonction. Donc, vous allez saisir votre benchmark ici. Et c'est sûr que vous pouvez ici, vous allez analyser vos données pour voir les durées respectives. Donc, on voit que ça ne prend pas tout le même temps partout. Là. Okay, on voit le uncheck, le check, etc., etc., etc. Okay. Donc, vous allez maintenant répondre aux différentes questions que vous avez ici. Donc, bon, je peux me laisser ici en bas. Donc, la question, c'est lequel est le plus rapide entre? Est-ce que c'est le itératif int uncheck ou le itératif int check? Et ça se pourrait que sur votre machine soit tellement rapide que ça se peut qu'il ne fasse pas la différence. Mais à ce moment-là, vous allez juste dire qu'il n'y a pas de différence. Okay. Donc, ou au pire, vous vous servez du benchmark que moi, je vous ai donné avant pour répondre à cette question-là. Donc, le itératif int uncheck ou le itératif double. Après ça, le itératif check ou le itératif long, qui lui aussi est check, évidemment. Le long ou le décimal ou le big integer, le itératif ou le récursif, le itératif int ou le récursif int, après ça, le récursif int ou le récursif décimal. Bon, en fait, vous voyez différentes versions ici. Donc, combien de temps pour calculer la factorielle de 1000 avec un big integer? Donc, le résultat, si vous affichez ici le résultat pour calculer la factorielle de 1000, vous allez voir le résultat s'afficher comme ça. Okay? Évidemment, dans le programme que je vous ai donné, on n'affiche pas le résultat au complet. On affiche ici seulement les 5 premiers chiffres et les 5 derniers chiffres. Et vous avez ici un nombre entre les deux qui vous indique le nombre de chiffres complets du nombre. Donc, on voit ici qu'il y a 2568 chiffres, ce nombre-là. La factorielle de 1000, c'est un nombre de 2568 chiffres. Donc, c'est quand même un nombre assez gros. Et avec le itératif double, évidemment, vous avez l'infini et le big int, vous allez avoir votre réponse. Donc, vous allez faire ici une saisie. Je veux pas la saisie comme vous la voyez ici, là. Okay? Je veux la saisie avec les temps d'exécution. C'est bien marqué, avec les temps d'exécution, pour que vous me mettiez combien de temps ça prend pour faire calculer la factorielle de 1000. Vous allez vous rendre compte que calculer la factorielle de 1000 en big integer, c'est beaucoup plus lent que calculer la factorielle de 1000 avec un double. Mais évidemment, le double ne donne pas la bonne réponse, donne l'infini. Donc, ça vaut pas grand-chose. Une autre question qu'on peut se poser, parce que quand vous compilez en C#, vous avez deux façons de compiler. Vous pouvez compiler en mode debug ou en mode release. Donc, vous allez recompiler votre programme et le réexécuter le benchmark en mode release. Puis, vous allez saisir vos temps d'exécution pour 1000 factoriels comme à la diapo précédente. Okay? Mais cette fois-là, en mode release au lieu d'être en mode debug. Conclusion. Donc, les types qui sont les plus rapides. Donc, vous avez qu'est-ce qui est plus rapide, puis qu'est-ce qui est plus lent. Okay? Donc, au niveau des types, les plus rapides, c'est les types natifs du CPU, comme int, long, puis double. Les plus lents, c'est les types non natifs, comme décimal et big integer. Pour le débordement, les plus rapides sont généralement unchecked, et les plus lents sont généralement checked. Le bouclage, qu'est-ce qui est le plus rapide? C'est-à-dire, ce qui est plus rapide ici, pardon, j'ai dit ces types-là sont unchecked, ceux-là sont checked, mais c'est vrai aussi que ceux-là sont pas nécessairement checked. Mais ce qui est plus rapide, c'est fonctionner en mode unchecked. C'est un peu plus lent, fonctionner en mode check. Les boucles itératives sont généralement plus rapides que le mode récursif. La généricité, quand vous en avez aucune ou que c'est une généricité statique, c'est plus rapide que quand c'est une généricité dynamique, c'est beaucoup plus lent. C'est plus rapide, évidemment, quand n est plus petit que quand n est plus grand, puis c'est plus rapide quand vous êtes en mode release que quand vous êtes en mode debug.
Donc, petit bonus. Donc, vous avez une fonction ici qui s'appelle double check. Donc, on voudrait coder une version check de l'algorithme de calcul de factoriel basé sur le type double. Donc, on considère qu'un débordement se produit lorsque le résultat retourné par la fonction devient inexact, donc une perte de chiffre significatif. L'algorithme doit alors lever un overflow exception. Donc, idéalement, votre fonction ne fait pas appel aux autres fonctions. Donc, quand je dis idéalement, ça veut dire que il faut que votre fonction ne fasse pas appel aux autres fonctions, comme par exemple BeginDagger, parce que c'est sûr, vous pourriez dire, je vais calculer, je vais regarder mon calcul, puis je vais le comparer avec le BeginDagger, puis ça donne la même affaire, c'est parce que ma fonction est correcte, puis ça donne pas la même chose parce que c'est pas correct, puis je lève un overflow. Mais c'est pas ça que vous devez faire. Vous devez vous rendre compte, à l'intérieur même de la fonction, vous devez utiliser une mécanique qui vous permet de détecter que vous avez un overflow. Vous ne devez pas non plus vous servir de la valeur de n, parce que vous avez évidemment calculé précédemment, vous dites, ma fonction, j'ai un overflow quand n atteint, c'est-à-dire j'ai plus la bonne valeur quand n atteint telle affaire, donc je vais mon overflow quand n atteint telle valeur. Okay? Donc, si jamais vous décidez de fonctionner comme ça, avec le big integer ou avec le n, vous avez juste à réduire votre bonus à plus un quart au lieu de plus une demi. Mais si vous êtes capable de découvrir à l'intérieur même de la fonction que vous avez un overflow sans utiliser la valeur de n ou sans utiliser la valeur d'une autre fonction qui calcule le factoriel, à ce moment-là, vous mettez un plein bonus de plus une demi. Vous allez valider en faisant fonctionner le menu et en saisissant les dernières valeurs de n factoriel exactes à l'exception qui se produit, et l'exception, pardon, qui se produit ensuite pour démontrer votre fonctionnement de votre bonus. Et vous allez me donner votre code ici, la saisie de votre code avec vos lignes de code, et vous allez tester pour vérifier que ça fonctionne correctement. Alors, dans ce bonus supplémentaire, deuxième bonus, vous allez coder une version récursive terminale de la fonction factorielle. Une fonction récursive terminale, mais générique de la fonction factorielle. Donc, vous n'avez pas besoin, d'utiliser la version double check ici. Donc, c'est-à-dire que votre fonction, je veux que vous détectiez, c'est marqué ici, je veux qu'une version check générique et récursive terminale de la fonction factorielle. Mais quand je dis check, c'est qu'il faut que le entier in soit check, le long soit check, mais pas le double. Okay? Si jamais vous voulez mettre le double check en plus dedans, parce que vous avez fait l'autre bonus avant, vous pouvez le faire, évidemment, je vous enlèverai pas de points pour ça, mais c'est pas ce qui est demandé à la base. Donc, vous allez faire fonctionner ce truc-là avec le menu et vous allez montrer la dernière valeur exacte de n et l'expression qui se produit à n plus 1. Là, j'ai pas dit pour quel le menu, de toute façon, on va dire si c'est pour l'entier ou je sais pas quoi que ça s'exécute. Donc, vous allez le faire ici. Okay. Et vous allez me donner votre code ici avec vos lignes de code et tester pour vérifier que tout fonctionne bien. Alors, le dernier bonus est non le moindre, donc somme des fonctions jusqu'à. Donc, en fait, ça va être une espèce de, disons, on pourrait dire, une généralisation un peu de ce qu'on a vu, de somme jusqu'à. Donc, la somme des fonctions jusqu'à, c'est une fonction qui va calculer la somme d'une fonction qu'on lui passe en argument. Okay? Donc, vous avez ici la somme des fonctions jusqu'à, basée sur un type T. Vous avez une fonction ici qui est passée en argument, puis vous avez un entier n. Donc, qu'est-ce que ça va calculer, cette affaire-là? Ça va calculer fn de 1 plus fn de 2 plus fn de 3 plus 3 petits points plus fn de n. Okay. Donc, le résultat va dépendre de la fonction qui est passée en argument. Donc, cette méthode va calculer la formule mathématique suivante, la sommation pour i égale 1 à n de fn de i. Donc, si jamais vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, cette patente-là, c'est parce que peut-être vous êtes mieux de ne pas faire le bonus. Okay? Donc, des fois, des bonus, c'est ça, c'est un peu plus compliqué. Quoique, il n'est pas si compliqué que ça, celui-là. C'est juste ce qui est compliqué, c'est comprendre un peu c'est quoi, où on veut venir avec tout ça. Donc, vous allez avoir, dans le menu, vous allez avoir deux possibilités, parce que le menu des bonus, là. Donc, dans le menu bonus, vous allez avoir le C qui permet de calculer la somme de 1 à n.
Et vous allez avoir la somme de n carré aussi. Donc ici, par exemple, si f de n est égal à n, cette fonction-là va vous calculer 1 plus 2 plus 3 plus 4, etc. jusqu'à n. Mais si f de n égale n carré, ben la fonction somme fn jusqu'à va vous calculer 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus plus n au carré. Donc ici, vous allez avoir ici pour la valeur, ça c'est itérative en fait. Est-ce que j'ai dit qu'il fallait calculer de manière itérative ou récursive? En fait, je sais pas pourquoi j'ai mis un i, en fait. Peut-être parce que c'est entier aussi. Ouais, je pense que je spécifie pas s'il faut que ce soit récursif. Donc, il faut que ce soit récursif. Donc, ici, probablement que c'est les entiers. Donc, de toute façon, c'est fait avec un entier. Donc, bien qu'ici, il faut que ça soit générique, là, le tout est calculé avec un entier. Donc, ici, la somme va donner 1 plus 3 plus 6. En fait, la valeur ici qu'on va donner de somme de 1 à n, c'est 1, 3, 6, 10, 15. Bon, ce qui est attendu. Et quand c'est les n carrés, vous allez avoir ici 1, 5, 14, 30, 55, bon, etc. C'est juste pour valider que votre fonction fonctionne correctement. Et ensuite de ça, vous allez me mettre ici votre code ainsi que faire fonctionner le test. Donc là, je ne sais pas trop pourquoi ici, je mets bonus plus 3/4, puis qu'ici, je mets code et test plus une demi, enfin. Mais dites-vous que, enfin, c'est un plus 1 en tout et pour tout. Donc là, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça comme ça. C'est un plus 1, plus 3/4, plus une demi, enfin. Mais ici, le plus une demi, c'est-à-dire que, je sais pas pourquoi j'ai mis ça en fait. Plus une demi. Ah, ok, non, c'est pour dire, pour le code et le test, je vous donne plus une demi. Puis après ça, il y a peut-être d'autres choses aussi. Ah oui, c'est ça, c'est parce que j'ajoute un truc de menu additionnel. Ok. Donc, le plus 3/4, c'est parce qu'avant, ça valait 3. Je disais, j'avais donné 3/4, mais finalement, j'ai changé pour plus 1. Ok. Donc, pour ici, rendu ici, si vous avez fait jusque-là, vous avez plus une demi. Maintenant, vous allez aussi ajouter un menu additionnel ici, le menu E, somme des n factoriels. OK, donc si on choisit le menu E, on affiche la somme des n factoriels, donc S factoriel B, pour Big Integer, et on va afficher 1, 3, 9, 33, 153. Donc, vous devez ajouter un item de menu qui va se servir de votre fonction somme fn jusqu'à pour faire la somme des factoriels de la sorte suivante. Donc, par exemple, somme fn jusqu'à n, ben, vous allez avoir 1 factoriel, plus 2 factoriel, plus 3 factoriel, blablabla, plus n factoriel. OK? Puis, il faut afficher les valeurs pour n égale 1 à 30. Donc, ici, j'affiche juste les 5 premières, mais vous, ici, ouais, c'est ça. Donc, ici, je demande pour 1 à 5, puis après ça, je demande pour 25 à 30, et ça donne un autre demi-point rendu ici. Donc, j'espère que c'est clair, en fait, concernant le bonus somme fn jusqu'à, c'est que ça donne un point, mais vous avez une première partie qui donne un demi-point, puis une deuxième partie qui donne un autre demi-point. Et le fameux 3/4 en question, c'est un peu une erreur de ma part. Il va falloir que je corrige ça dans le PowerPoint. Finalement, on arrive à la remise. Donc, ici, ça, c'est une espèce de diapo récapitulative qui vous permet de vérifier si vous avez fait, principalement, vous n'avez pas oublié de les saisies. Il y a un peu plus de saisies à faire que ce que vous avez ici, mais ça vous donne quand même un survol des principales saisies que vous aviez à faire dans cet exercice, dans ce PowerPoint-là. Puis en fait, moi-même aussi, quand je vais vérifier, ou si jamais je vérifie, quand je vais vérifier votre travail, ben ça me permet aussi rapidement de voir si vous avez correctement répondu aux différentes questions. Évidemment, c'est très petit ici ce que je vois, mais je peux facilement cliquer sur des diapos puis aller voir un peu qu'est-ce que vous avez fait dans votre PowerPoint. Donc, ça vous sert autant à vous qu'à moi. Je dois l'avouer. Vous allez mettre votre historique Git ici, donc juste seulement les 10 ou 15 derniers commits maximum. Donc, si jamais vous avez, disons, normalement, vous devriez quand même avoir 10-15 parce qu'après chaque section, vous faites un commit. Donc, vous devriez être rendu dans ce coin-là.
Donc, assurez-vous que votre code comporte aucune erreur, avertissement ou message résiduel, qui est correctement formaté, qui respecte les principes de bonne pratique de programmation. Et ensuite de ça, complétez la grille d'évaluation de la prochaine diapo. Quand vous avez terminé ça, vous remettez votre code zippé sur Léa, incluant les deux PowerPoints, c'est-à-dire factoriel 1 et factoriel 2, un à côté de l'autre, pas dans des répertoires différents, un à côté de l'autre, à la racine de ce que vous me remettez. OK? Donc, quand je dézippe, moi, je veux voir directement les deux PowerPoints. Et en commentaire, vous allez me rajouter 2 notes sur 10 et 2 temps séparés, s'il vous plaît. Donc, que ça soit clair, évidemment, que la première note, c'est votre premier factoriel, la deuxième note, c'est le deuxième factoriel, puis le premier temps, le deuxième temps. OK? Donc, s'il vous plaît, les 2 temps et les 2 notes. Donc, merci. Donc, l'auto-évaluation est ici. Donc, récursif, 3 points, générique, 2 points, float, 1 point, fact impair, benchmark, etc. avec les bonus et le total ici. Vous ajoutez vos points ici et vous me mettez ici la durée que ça vous a pris pour la partie 2, s'il vous plaît. Et voilà, c'est la fin.